Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la surveillance des salariés. En effet, la surveillance est une action préventive fondée sur la vigilance de celui qui surveille, l'employeur, et qui s'applique aux faits et gestes d'autrui, les salariés en l'occurrence. La surveillance est inhérente à l'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, alors que le contrôle, comme nous venons de le voir, se rattache à l'exercice de son pouvoir de direction, dans la mesure où il a pour objectif de vérifier la conformité d'une situation ou d'un comportement à une décision prise par le chef d'entreprise. Nous retiendrons deux cas de surveillance fondés sur le traitement de données à caractère personnel. La vidéosurveillance, qui est un dispositif technique dont l'utilisation est de plus en plus courante, et un dispositif juridique qui l'alerte éthique. Un dispositif technique, la vidéosurveillance. Deux régimes juridiques sont applicables au procédé de vidéosurveillance. La loi du 6 janvier 1978 et l'article 10 de la loi numéro 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Pour savoir quelle formalité préalable doit être accomplie, il faut déterminer si le dispositif de vidéosurveillance concerne un lieu public ou un lieu privé. Quand le dispositif de vidéosurveillance est installé dans un lieu public ou ouvert au public et qu'aucune image n'est enregistrée ni conservée dans le traitement informatisé ou des fichiers structurés qui permettent d'identifier des personnes physiques, seule une autorisation préfectorale est nécessaire. En revanche, seule une déclaration auprès de la CNIL est obligatoire quand le dispositif est installé dans un lieu privé ou non ouvert au public et que les images sont enregistrées ou conservées dans les traitements informatisés ou des fichiers structurés qui permettent d'identifier des personnes physiques. Le régime juridique est incertain. Lorsque le dispositif de vidéosurveillance est installé dans un lieu mixte, c'est-à-dire lieu ouvert au public, qui comporte également des zones privées, par exemple un supermarché, et les images enregistrées dans un fichier ou traitées informatiquement. Les dispositifs des deux lois doivent théoriquement être respectés. Déclaration à la CNIL et autorisation préfectorale. En tout état de cause, la CNIL estime que la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance des salariés doit nécessairement respecter le principe de proportionnalité. Elle doit donc s'effectuer de façon adéquate, pertinente, non excessive et strictement nécessaire à l'objectif poursuivi. En aucun cas, le système ne peut avoir pour seul objectif la mise sous surveillance spécifique d'un salarié déterminé ou d'un groupe particulier de salariés. Les personnes concernées, salariés ou visiteurs, doivent être informés au moyen d'un panneau affiché de façon visible dans les locaux sous surveillance de l'existence du dispositif destinataire des images, ainsi que des modalités concrètes d'exercice de leur droit d'accès aux enregistrements visuels les concernant.
Enfin, les images enregistrées ne peuvent être visionnées que par les seules personnes habilitées à cet effet dans le cadre de leurs fonctions, par exemple le responsable de sécurité de l'organisme. Ces personnes doivent être particulièrement formées et sensibilisées aux règles encadrant la mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance. Les éléments recueillis de manière illicite, système non déclaré à la CNIL, ne peuvent pas servir de preuve de faute éventuellement commise par le salarié. C'est le cas d'un système de télésurveillance clandestin ou d'un dispositif de vidéosurveillance de la clientèle d'un magasin, même si les caméras sont visibles. Le délégué du personnel peut agir pour obtenir le retrait de tels dispositifs. En deux, maintenant, nous allons voir les dispositifs juridiques. 2 points. Alerte éthique. Sous la pression de la loi américaine Sarbanes-Oxley du 30 juillet 2002, les filiales françaises de sociétés cotées aux États-Unis ont mis en place des procédures d'alerte éthique dont l'objet est d'inciter les salariés à signaler à la direction de leur entreprise le comportement fautif de leurs collègues. La loi numéro 2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption a instauré un régime de protection pour les salariés qui dénoncent des faits de corruption dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. De son côté, la CNIL a adopté le 10 novembre 2005 un document d'orientation définissant les conditions que doivent remplir les dispositifs d'alerte professionnelle pour être conformes à la loi informatique, fichiers et libertés, et compatibles avec les exigences de la loi Sarbanes-Oxley. Ultérieurement, la CNIL a adopté une décision d'autorisation unique des dispositifs conformes aux orientations retenues par elle afin de simplifier les formalités pour les entreprises. En 2007, près de 600 entreprises françaises et étrangères avaient déclaré avoir mis en place des dispositifs conformes aux règles fixées par la CNIL. Le dispositif d'alerte est restreint à un champ spécifique, défini comme celui du domaine comptable, du contrôle des comptes, du domaine bancaire et de la lutte contre la corruption. Des alertes pouvant être exceptionnellement recueillies et traitées si elles s'avèrent concerner l'intérêt vital de l'entreprise ou l'intégrité physique ou morale des salariés. La CNIL souligne que, dans ces conditions, le champ d'application ne s'étend ni au vol mineur, ni à des comportements. Passer du temps sur Internet ou à la machine à café, etc., ni aux informations concernant la moralité de la personne ou relevant de la sphère privée. Engagement associatif, sexualité, relations personnelles sur les lieux de travail, ni aux désaccords entre salariés. En outre, le ministère de l'Emploi précise que l'utilisation du dispositif d'alerte doit demeurer facultative. Le salarié doit pouvoir, s'il souhaite alerter sur le dysfonctionnement qu'il constate, s'adresser aux institutions existantes dans leur domaine respectif, notamment les délégués du personnel et les délégués syndicaux. La circulaire du ministère précise que l'anonymat doit pouvoir être conservé, particulièrement dans le cas de signalements particulièrement lourds ou sensibles. En marge de ces règles, il faut tenir compte des décisions rendues par les juridictions du fond. Le tribunal de Libourne a ainsi jugé que
la note fixant les conditions de mise en place d'un dispositif d'alerte conformément à la loi américaine Sarbanes-Oxley devait être retirée immédiatement de l'affichage et son application suspendue, dès lors que sa simple lecture faisait apparaître que les faits pouvant être dénoncés anonymement par le biais d'un numéro de téléphone gratuit ne concernaient pas seulement des fraudes ou malversations comptables susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de l'entreprise, mais étaient étendus à tout fait portant atteinte à l'éthique, tel que la fraude ou le vol. Le TGI de Nanterre a également exclu que puisse être demandé aux salariés de signaler si un membre de leur famille avait un intérêt significatif dans une entreprise extérieure, cherchant à travailler ou étant en concurrence avec leurs propres entreprises, et de préciser si une relation familiale ou personnelle pourrait les dissuader d'agir dans les meilleurs intérêts de la société. Le TGI de Lyon a quant à lui considéré que les dispositifs d'alerte étaient légaux dès lors qu'ils étaient conformes à la délibération de la CNIL. En définitive, les juristes peinent à fixer des règles précises qui semblent toujours dépassées par les progrès techniques et l'imagination de ceux qui l'utilisent. En revanche, des principes simples de bon sens paraissent toujours pouvoir s'appliquer. Ce sont ces principes peu nombreux qu'il faut s'attacher à consolider et qui doivent ensuite dicter le détail de la réglementation. Nous pensons en premier lieu au principe de loyauté énoncé non seulement dans le Code civil et dans le Code du travail à propos de l'exécution des contrats, mais aussi dans la loi du 6 janvier 1978. La collecte des données personnelles doit s'effectuer de manière loyale et non à l'issue des salariés. Il découle d'autres principes, notamment le droit pour l'intéressé et les représentants du personnel. Un second principe important est celui de la finalité des données recueillies. Les capacités de stockage des données sont si importantes qu'il faut désormais se poser la question de savoir pourquoi les archives. Pourquoi on les archive? Quelle est l'utilité des données? Point d'interrogation. Et lorsqu'on se pose ces questions, il faut nécessairement trier ce qui relève des informations utiles à la bonne gestion de l'entreprise, des informations superflues qui peuvent conduire à des discriminations interdites. Le troisième et dernier principe est celui de la proportionnalité, qui porte sur l'équilibre à trouver entre des objectifs contradictoires et notamment entre le pouvoir de direction de l'employeur et le respect du droit à la vie privée, c'est-à-dire au sens large du salarié. Guidés par ces principes, les parties prenantes, la CNIL, l'employeur, les représentants du personnel et les magistrats pourront plus facilement prendre les décisions appropriées et ne retenir que les plus sages des procédés à venir de traitement de données personnelles. J'en ai terminé et je vous en remercie.